Journal de plongée du 28 janvier 1995. Cela faisait déjà un mois que je projetais d'explorer la fontaine de la Clotre à Tourtoirac. En lisant les comptes rendus de Gérard Bugel, j'avais appris que la zone noyée est un étroit boyau, peu profond et entrecoupé de cloches. J'attache mon fil d'Ariane sur une dalle d'entrée et je prends congé de mes copains d'un petit geste de la main avant de m'immerger en poussant mes 2 bouteilles devant moi. Discrètement nichés au cœur du Périgord, les 3 passages noyés de la source de la Clotre a depuis longtemps attiré la curiosité de nombreux spéléologues. En 1980, Gérard Bugel fut le premier à franchir 130 mètres de siphon pour arriver dans une cloche d'air. N'ayant pu déceler d'où arrivait l'eau, il arrêta là son exploration. Auparavant, en 1978, 3 membres du Spéléoclub de Périgueux avaient tenté une plongée en apnée dans la source en crue. Ils n'avaient alors parcouru que quelques mètres. La source, c'était au mois de juin, la source était en crue. L'eau était trouble, c'était vraiment pas engageant. Il y avait un gros débit, plus fort que ce qu'on voit en ce moment là. Et j'ai décidé de passer en premier. Alors je me suis noué une corde autour de la ceinture et puis j'ai plongé. On avait convenu que si tout se passait bien, j'enverrais un signal en tirant 3 fois sur la corde, quelque chose comme ça. Je me suis retrouvé très rapidement dans une espèce de cloche assez vaste pour pouvoir manœuvrer. La hauteur d'air n'était pas très importante, mais bon, ça me paraissait intéressant. Et donc, pris par l'excitation de la découverte, je me suis détaché pour avoir une liberté de manœuvre plus grande. J'ai fait d'ailleurs une bêtise parce que, cette salle étant vaguement circulaire, il m'était quasiment impossible de retrouver le passage exact par lequel j'étais venu, enfin, tout au moins très, très difficile. On a tout de suite compris que c'était hors de portée de nos moyens, parce que nous n'avions évidemment pas de bouteille, c'était en apnée. Et donc on a conclu que il fallait passer la main à des plongeurs beaucoup plus expérimentés. Et on est sorti, et voilà comment s'est terminée cette première tentative. Le 28 janvier 1995, le périgourdin Jean-Luc Siriex, plus expérimenté et mieux équipé, tente à son tour une plongée dans les eaux froides et troubles de la source. Progressant seul vers l'inconnu dans une obscurité totale, Jean-Luc franchit une série de siphons très étroits. Je déroule mon fil d'Ariane en suivant celui de Gérard Bugel qui est encore intact 15 ans après. Je parcours 2 mètres et je ressors dans une première cloche. Le plafond est bas mais je peux me tenir à genoux. Jean-Luc progresse ainsi pendant 5 ou 6 mètres jusqu'au siphon suivant. À peine est-il engagé dans celui-ci que le dévidoir de son fil d'Ariane se bloque. Il décide de ressortir en surface afin de récupérer le dévidoir de réserve. J'attache mon nouveau fil et replonge vers l'inconnu. Le 2e siphon, dont le sol semble creusé dans l'argile, est de dimension modeste. Je peux cependant le passer avec mes bouteilles sur le dos. La visibilité ne dépasse pas 50 cm et le fil en place m'est bien utile. Il me fait gagner un temps précieux et m'évite surtout la recherche du bon passage. Jean-Luc effectue une dizaine de mètres en immersion dans une étroite galerie encombrée de nombreux blocs rocheux. Il émerge dans une nouvelle cloche longue de quelques mètres
et replonge dans un troisième siphon comparable au précédent. En fin de compte, je n'ai aucun mérite. Je n'ai fait que suivre le fil de mon prédécesseur qui s'arrête net, attaché à un bloc. Je continue à dérouler le mien et je ressors dans une troisième cloche. Jean-Luc se trouve là, au terminus de Gérard Bugel. Aucun passage n'est visible. Je cherche à savoir d'où arrive le plus gros flux du ruisseau. Je fais plusieurs fois le tour de la cloche en inspectant chaque recoin. La déception me gagne peu à peu et je dois finalement me résigner à abandonner. Sur le chemin du retour, 2 mètres avant la cloche terminale, sur la gauche, l'eau me semble arriver d'une brèche d'à peine 10 cm de hauteur. Je pose mes bouteilles et tente alors de creuser le sable qui obstrue cet étroit conduit. Après quelques minutes d'un travail acharné avec mains et pieds, Jean-Luc a ramené vers lui le plus gros du sable. Il s'engage alors, pieds en avant, dans l'étroit boyau, poussant devant lui le reste du bouchon de sédiments. Je suis soudain surpris de sentir mes pieds sortir de l'eau. Il doit y avoir une nouvelle cloche derrière cet étroit verrou. Je m'emploie donc à déblayer ce boyau afin de pouvoir m'y engager. Après cette désobstruction éprouvante, réalisée sur une dizaine de mètres, Jean-Luc décide de tenter le passage. Il revient dans la cloche et reprend son dévidoir. J'amarre mon fil de telle façon qu'il soit correctement positionné, c'est-à-dire en face du passage que je viens de déboucher. Je m'engage à plat ventre, les pieds devant, en faisant suivre mon matériel. Ça coince pas mal. Après quelques efforts et petites contorsions, j'arrive à passer. Jean-Luc était passionné par la spéléo depuis son plus jeune âge. En fait, depuis, je crois, l'âge de 16 ou 17 ans, où il avait été initié par des anciens du club et qui ont vu en lui d'ailleurs quelqu'un qui pourrait progresser, qui était vraiment passionné et mordu de cette activité-là. Et c'est vrai qu'en 95, il avait entre 15 et 20 ans de pratique, d'expérience déjà. C'était énorme. Et il a tout consacré à la spéléo. Tous ses loisirs étaient consacrés à la spéléo. Son entraînement physique, etc., tout ce qu'il faisait en tant que la musculation, l'entraînement au froid, la résistance au froid, etc., tout était tourné vers la spéléo, que ce soit en Dordogne, dans le Lot ou dans les Pyrénées. C'était sa vie, quoi, sa passion, quoi. En particulier, il aimait bien les siphons étroits, troubles. Ça ne le gênait pas du tout de progresser sans aucune visibilité. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait été tenté de continuer l'exploration sur Tourtoirac. Il avait été aussi au Bug. Je l'avais accompagné grotte du Bug où la visibilité est strictement nulle du début à la fin. La profonde, c'était pas trop son truc. Par contre, tous les trous où personne ne voulait foutre le nez, lui, il était beaucoup plus à l'aise, quoi, dans les étroitures, la plongée merdique, quoi, dans la touille, dans la boue, enfin, ce genre de truc où personne ne veut aller. Ben, lui, il était là, et il savait qu'il y avait du potentiel dans ce genre de siphon. Il savait que voilà, ça rebutait pas mal de personnes et qu'en Dordogne notamment, il y avait des possibilités. Je me trouve maintenant dans ce qui me paraît être une galerie. De petit calibre, certes, car je suis toujours à genoux, mais une galerie tout de même. La persévérance de Jean-Luc est récompensée. En franchissant cet ultime obstacle, il est le premier à avoir forcé le passage des 130 mètres de siphon qui défendent l'entrée de cette galerie inconnue. À partir de maintenant, je perçois l'intense sensation d'être dans le mystère d'une nature inexplorée. La grande première périgourdine est là, qui me tend la main. Ici, tout est vierge, aucune trace sur les banquettes argileuses qui bordent cette petite galerie. J'ai un moment d'hésitation et de méfiance avant d'enlever le détendeur de ma bouche.
J'ai à l'esprit les quelques accidents qui sont survenus à des compagnons décédés en raison de gaz foudroyants. J'en profite pour m'accorder une petite pause. Cela fait plus d'une demi-heure que je viens de quitter les copains. Conscient d'être le premier humain à pénétrer dans cet espace souterrain, la joie de Jean-Luc est immense. Il poursuit ardemment son chemin en fixant toujours son indispensable fil d'Ariane. Dans le labyrinthe des galeries souterraines, les spéléologues évoluent à la manière du petit poussé. Ils déroulent leur précieux fil d'Ariane qui permet de retrouver facilement son chemin. Par rapport à une exploration, par rapport à une progression en siphon, le suivi et la manipulation du fil sont essentiels. Donc il faut savoir qu'il y a des stages de formation qui apprennent aux gens à progresser sur fil d'abord et ensuite à installer un fil correctement et puis qui apprennent aussi à maîtriser le fil dans une galerie. Il faut l'installer à un endroit où on ne risque pas de s'emmêler dedans, l'installer pour qu'on puisse progresser sans prendre une palme dedans, ou les robinets à l'inverse. On apprend aussi à passer au-dessus d'un fil et non pas sous un fil pour ne pas le prendre dans les robinetteries. Et enfin, il y a tout un ensemble de techniques qu'on apprend dans les stages de formation. J'avance de cette manière pendant une trentaine de mètres et je n'aperçois aucun autre siphon. La galerie s'agrandit peu à peu et très vite, je me retrouve debout. Je suis sidéré par l'aspect des parois, leur incroyable clarté. Il y a de très nombreuses et importantes concrétions. C'est un fabuleux paysage. Cette galerie s'est transformée tout à coup en un lieu féerique, magistralement concrétionné. Déjà, le fait de marcher debout dans une belle galerie, le spéléo est content. S'il peut éviter de ramper, marcher à quatre pattes, ou d'escalader, descendre des puits, si déjà il y a pas de difficulté, le spéléo est content. Il va tracer sa première, un bon crapahut, et c'est déjà une belle première, quoi. C'est déjà très beau, quoi. Je me trouve maintenant sous une immense voûte. Ce chemin est d'une éclatante beauté et la progression s'y effectue avec une facilité déconcertante. Totalement fasciné, j'ai beaucoup de mal à réaliser qu'il ne s'agit pas d'un rêve. Me voici au bout de mon dévidoir. Cela fait environ 500 mètres de parcouru et la galerie se prolonge encore. Jean-Luc parcourt 300 mètres de plus et s'arrête. Il fixe un élastique autour d'une stalagmite afin de repérer l'emplacement. Je pense à ceux qui m'attendent en surface. Certainement qu'ils s'inquiètent et sont loin de se douter que je vis une émotion aussi intense et profonde. Je pense surtout à Philippe et à cette part d'injustice qu'il y a de vivre seul ces moments inoubliables. Une telle exploration mérite d'être partagée. Je commence à avoir très chaud. Sous l'emprise de l'émotion, j'ai complètement oublié de poser ma ceinture de plomb et j'ai gardé mon masque sur le visage. Dans l'euphorie de cette exceptionnelle première, je n'ai même pas pris le temps de dégrafer ma combinaison. Le retour s'effectue rapidement et sans encombre. Jean-Luc récupère son équipement et se retrouve à nouveau en train de franchir la délicate zone noyée en poussant ses bouteilles devant lui dans les passages étroits. Chemin faisant, je note qu'au niveau de la deuxième cloche, il faut faire attention de ne pas s'accrocher aux deux fils. En effet, jusqu'ici, ils étaient côte à côte. Mais là, sur quelques mètres, ils sont séparés. De plus, la visibilité étant nulle, il est nécessaire d'être prudent et d'éviter d'en accrocher un avec les lampes ou les robinetteries. Dans la plupart des accidents, le fil est concerné pour les 2 tiers.
Donc d'une manière directe ou indirecte, les accidents sont liés à des problèmes avec le fil. Soit parce que les gens perdent le fil, soit parce que le fil casse, soit parce qu'ils s'en mêlent dans le fil, ou encore parce qu'ils prennent le mauvais sens du fil. Plus il y a de débit, plus l'eau arrache de particules sur les parois. Donc l'eau, au mieux, elle est blanchâtre, mais elle n'est jamais cristalline, c'est pas possible. Donc au fur et à mesure qu'on avance, si peu qu'on s'arrête un petit peu même, qu'on a un ennui avec le fil d'Ariane ou une lampe ou un détendeur, aussitôt la boue colore l'eau, on est tout de suite ce qu'on appelle dans la touille, quoi, hein. Donc il ne faut pas perdre ses moyens, il faut continuer à être calme et faire ce qu'on a à faire techniquement, surtout ne jamais s'affoler. À son retour à l'air libre, sa première accomplie, Jean-Luc commande son exploration. Environ 800 mètres ont été parcourus jusqu'à une somptueuse galerie qui attend d'être explorée par toute l'équipe de ses amis plongeurs spéléologues. Il n'était pas parleur, il était gentil, mais replié sur lui-même. Et ce soir-là, il était avec nous, puis il nous dit « Oh, je suis content. On a fait une belle découverte. » Alors, automatiquement, on l'a questionné. « Ah bon? Et où? » « À Tourtoirac, il nous dit. Oh, il dit, c'est magnifique, c'est splendide. Il était euphorique, tellement c'était... Quand il me l'a raconté, moi, le lendemain de sa découverte, voilà, il m'a expliqué les difficultés, les passages bas, l'eau trouble, les étroitures, et puis... donc, moi, je m'attendais déjà à quelque chose de pas forcément très facile, quoi. Il m'avait appelé, il m'avait dit j'ai trouvé un truc super, j'ai franchi le passage sur lequel Bugel avait buté. Et de l'autre côté, c'est très concrétionné. Il y a un bout de galerie standard, mais ensuite c'est très concrétionné. Donc il faut qu'on y revienne. Donc le week-end prochain, j'y vais avec des amis. Je lui ai dit moi de toute façon je suis pas libre le week-end qui suit là, puisque je devais faire un exercice secours dans le Lot. Et ensuite, il m'a dit, si ça continue, on y reviendra ensemble et on continuera un peu sur le style, il pensait aux autres grosses expéditions qu'on avait faites ailleurs. Enfin, j'aurais bien m'être avec lui, ouais, c'est vrai. Depuis quelque temps, on était souvent ensemble, on participait un peu aux mêmes explos sur la Dordogne, on essayait les mêmes premières, que ce soit dans des petites sources ou des sources plus importantes, quoi. Mais c'est vrai qu'on était toujours ensemble, ouais. Le samedi suivant, le 4 février 1995, Jean-Luc revient à la Clôtre accompagné des amis avec lesquels il plonge habituellement, Philippe Marchive, Annie et Michel Maire. Bien que ces deux derniers soient loin d'avoir le même entraînement que lui, il leur assure très enthousiaste que tout se passera bien. Il nous a dit qu'il partait avec Philippe Marchive, Michel Maire et Annie Maire. Mais cependant, Jean-Luc avait une petite réticence pour Annie Maire. Pour moi, c'était déjà pas facile, j'avoue. C'est pas le genre de siphon école qu'on vous fait faire en stage plongée spéléo. Mais en gros, j'étais quand même suffisamment à l'aise pour pas paniquer dans ce genre de difficultés, quoi. Mais voilà, après, sur les capacités et les possibilités des autres plongeurs, j'avais de gros doutes quand même. C'est vrai, j'avais de gros doutes. Ouais. Après avoir passé sans encombre les siphons inondés, ils se retrouvent tous les quatre dans la galerie nouvellement découverte. Jean-Luc exulte. Son souhait de pouvoir partager cette merveilleuse découverte avec ses amis se réalise enfin. Ils ajoutent quelques centaines de mètres supplémentaires à l'exploration de la semaine précédente, avant de rebrousser chemin vers la sortie. Donc on a fait l'exploit post-siphon, on a posé les bouteilles, etc. Et on a fait 1 kilomètre, un peu plus d'1 kilomètre de première. Enfin, Jean-Luc avait fait déjà 400 ou 500 mètres de première. Donc on a rajouté 500 mètres, on va dire, de première. Voilà. Et on s'est arrêté un peu avant la zone aménagée actuellement au public. 200 mètres avant, je crois, quelque chose comme ça, 200-300 mètres avant. Voilà. Et déjà, on avait trouvé que c'était super, magnifique, quoi.
On était plein d'enthousiasme. À l'entrée de la zone des siphons, chacun plonge tour à tour. Michel part le premier, puis vient le tour d'Annie, qui sera suivi de Philippe. Jean-Luc partira le dernier. Deux jeunes spéléologues ont trouvé la mort ce week-end au cours d'une expédition dans une galerie de la source de la Clôtre, en Dordogne. L'alerte avait été donnée hier à 18h par leurs deux compagnons, mais les recherches sont restées infructueuses jusque tard dans la nuit. Trop tard pour sauver l'homme et la femme, victimes de leur passion. On ignore encore exactement ce qui a causé leur perte au cours de ce qui fut leur dernière expédition. Sur le chemin du retour, c'est le drame. Annie et Jean-Luc, piégés au niveau d'un siphon, ne sortiront pas vivants de cette exploration. Ce sera un choc terrible pour les proches des victimes. Cet accident marquera profondément les esprits dans le monde des spéléos, et en particulier ceux des amis proches de Jean-Luc, Philippe et Bernard. Les premiers sauveteurs n'ayant pas pu refranchir le siphon, j'avais été appelé comme spécialiste pour prendre la suite. Donc j'ai pris la suite de ce qu'avaient fait les premiers sauveteurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de fil dans la galerie, et donc j'ai rééquipé la galerie et donc j'ai refranchi le siphon. Voilà, malheureusement, le secours s'est mal terminé puisque j'ai en fait ressorti deux personnes noyées à mon grand désespoir, dont Jean-Luc. Voilà. Dans ce genre d'expédition, je crois que le premier facteur à prendre en compte, c'est vraiment le facteur humain. Il ne faut absolument pas surestimer les capacités des gens. Et puis voilà, il faut se mettre à leur niveau. Se mettre à leur niveau surtout. Ne pas penser que moi, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est pas vrai. Et voilà, quoi, on arrive forcément après à quelque chose de dramatique. On fait les dangers objectifs, c'est-à-dire par exemple en montagne, les chutes de pierres, il y en a peu en spéléo. En dehors des crues, et encore on peut les prévoir avec la météo. Sinon les chutes de pierres sont rares, sont même exceptionnelles. Oui. Que spontanément ça tombe, on n'a jamais de chute de pierre en spéléo. Donc les accidents qu'il peut y avoir en spéléo sont plutôt liés aux gens, à leurs défauts techniques. Et ce qu'il faut dire, et je suis bien placé pour le savoir, contrairement à ce que peut penser le grand public, il y a peu d'accidents en spéléo, et même en spéléo plongée, même si en spéléo plongée, ils peuvent être mortels. Plusieurs mois s'écoulent après le drame du 4 février. Bernard et Philippe reprennent alors courageusement les explorations. C'est-à-dire que Philippe ne voulait plus replonger. Et c'est Bernard qui l'a forcé. Voyez, il l'a forcé, il a insisté. Au début, tu n'étais pas... Ah non, ouais. moi j'ai failli, failli laisser, j'ai failli laisser la peau, donc j'avoue que j'avais pas envie d'y revenir. Hein. Finalement, avec Bernard Gauche, ils ont convenu d'une nouvelle plongée au mois de juin 1996, de façon
essayer d'établir une topographie de cette cavité pour pouvoir avoir une indication un peu précise du report en surface au niveau du cadastre, pour savoir à quel endroit on allait pouvoir éventuellement retrouver le passage de cette galerie. Il y avait dans l'idée de revoir cette grotte. Localement, le père de Jean-Luc avait envie que cette grotte soit montrée à tout le monde. Donc il y a une volonté à la fois du maire de la commune, à la fois du père de Jean-Luc, qu'on replonge dans la grotte et qu'on continue l'exploration. De par son exceptionnelle beauté et par la volonté des parents de Jean-Luc, un projet d'aménagement de la grotte avec accès au public est envisagé. Ce projet reçoit l'appui des élus locaux. Il y a eu ce drame, 2 personnes décédées. Moi, personnellement, j'étais tout jeune élu, donc j'avais beaucoup de réserves pour déclencher le processus. Mais localement, des spéléologues étaient là, ils me disaient il faut t'en occuper, parce que les spéléologues locaux, bien sûr, et passionnés, je pense à mon ami Claude André, vraiment des gens très passionnés et puis qui voulaient aussi que leur commune en bénéficie. Donc ces gens-là m'ont déjà poussé, mais j'ai quand même attendu. J'ai attendu donc que Philippe m'appelle pour m'en parler, et j'ai attendu surtout que les parents de Jean-Luc prennent contact. Et à ce moment-là, ils sont venus me voir, Jeannot et Arlette, ils sont venus me voir et ils voulaient vraiment que cette découverte soit utile. Avec mon mari, on a lu son compte rendu, où il expliquait la découverte, où il était heureux d'avoir fait cette découverte. Il était bon. Et puis il a mentionné à la fin qu'il souhaitait qu'un jour cette grotte soit vue, soit visitée par d'autres que des spéléologues. C'est clair que le père de Jean-Luc a joué un rôle important. Son souhait, ouais. Son souhait, il avait le premier compte rendu de Jean-Luc qui disait c'est super, etc. Il avait perdu son fils dans l'aventure et il ne voulait pas que ça soit vain. Et donc c'est vrai que moi je passais souvent les voir. Vous connaissez bien ses parents, je pense que pour Philippe c'était pareil. On s'est retrouvés d'ailleurs chez eux aussi. Et ensemble, et donc c'est vrai qu'il nous a beaucoup influencé pour qu'on continue dans cette voie-là de pouvoir le montrer au public. C'est sûr que ça a été très rapidement l'idée générale de la poursuite des explorations, c'est sûr. Il topographie près de 3 km de galeries aux vastes proportions et où les concrétions calcaires offrent un décor majestueux. Nous, on sentait que c'était beau, mais bon, c'est vrai que moi j'ai fait d'autres explorations qui sont très belles, qui sont pas accessibles parce qu'elles sont loin de tout circuit public. Et donc c'est vrai qu'on ne voulait pas non plus lancer les gens dans une aventure qui n'aurait pas valu le coup. Donc ça a été assez progressif de ramener des photos. Ensuite, la topo a été positionnée par rapport au réseau de surface aussi pour voir s'il y avait une possibilité d'accéder à la grotte. On a fait plus d'un kilomètre de topo. Voilà, on a fait la topographie d'une grande partie de ce qui avait été découvert l'année d'avant. Oui, une bonne partie, 1 kilomètre, c'est ça. Ouais. Une bonne partie de ce qui avait été découvert en 95. Ouais. On a ramené des photos. D'autres photos. Les gens ont compris que ça valait le coup d'être vu.
on leur doit beaucoup, vous voyez. On leur doit beaucoup parce que c'est eux qui ont continué la découverte de Jean-Luc, vous voyez. C'est eux qui ont poursuivi la découverte, quoi. En 2000, la municipalité fait creuser un puits de 25 mètres de profondeur. Il permet les explorations nécessaires pour une étude de faisabilité et une visite des responsables décisionnaires afin de constater l'intérêt du site. Les parents de Jean-Luc insistent pour visiter la découverte de leur fils. On a fait la demande pour pouvoir descendre dans ce puits, et descendre dans la grotte. Alors là, ça a été pareil, tout le monde n'était pas d'accord. Vous faites courir des risques à des personnes âgées, vous faites... Bon, nous, on savait, on voulait le faire. On a parcouru cette grotte, on y a passé 3 heures, hein, mais on a été jusqu'au bout, jusqu'où on pouvait aller, quoi. Et après, bon, mais il a fallu revenir. Mais ça a été beaucoup plus dur pour revenir, parce qu'on était très fatigués. Mon mari était déjà monté. Et alors, après, ça a été mon tour. Moi, j'en pouvais plus. J'étais à la limite de l'évanouissement. Hein. On l'a fait à la mémoire de notre fils. Et disons on voulait l'honorer, vous voyez. Et on est très fiers de cette visite parce que c'était pas très facile, puisqu'ils ont, notamment le père de Jean-Luc avait une santé précaire. Ouais. Donc on s'est entouré de tous les moyens de sécurité dont on pouvait disposer, et puis on les a amenés dans la grotte, et je pense que ça a été merveilleux pour eux. On l'a fait à un moment qui était le seul moment où c'était faisable, c'est-à-dire à la fois du fait de l'accès et de par la santé du père de Jean-Luc. Et donc de cette visite, on a été vraiment tous très, très heureux. Ouais. Eux ont été très heureux, mais nous aussi on a été très heureux de réussir à faire ça. À les aider à progresser dans ce milieu qu'ils ne connaissaient pas, dont le fils leur parlait souvent, et ils ont découvert en même temps, voilà, la passion de leur fils, pourquoi, et ils ont compris aussi pourquoi leur fils se passionnait autant pour les cavités. Bon, et puis ça a renforcé après leur volonté que ça soit visité, quoi. Moi, j'ai la conscience tranquille parce qu'on a fait ce qu'on devait faire en tant que parents, voyez. Tant qu'on est dans le projet, dans le rêve, tout est facile. Mais le jour où on a une décision à prendre, on n'est pas tout seul pour la prendre, mais bon, même dans un conseil municipal, on n'est jamais tout seul, on est 15. Il y a 15 personnes autour d'une table qui prennent une décision commune. Mais il faut quand même quelqu'un qui ait envie que cette décision soit prise. Donc c'est là qu'on se dit, nous serons 15 à partager la décision, mais c'est quand même une grosse responsabilité. Voilà. Et voilà, il fallait la prendre. Nous verrons quelques années plus tard qu'il fallait la prendre. T'en prends plein la vue quand même à Tortorac, hein, dès le départ, quoi. Ça... Non, il y a une densité de concrétion et de variété, voilà, la variété de concrétion. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Je regrette qu'une chose, c'est de ne pouvoir y aller plus souvent. Parce que bon, j'ai personne pour m'amener, je n'ai pas de moyens de locomotion, j'ai pas, vous voyez. Donc j'y vais très rarement. Mais je suis en permanence dans la grotte. Je suis en permanence dans la grotte.
Aujourd'hui, la grotte est ouverte au public. Un ascenseur permet de descendre à 25 mètres sous terre. Accessible à tous, un chemin suspendu au centre de la cavité permet une merveilleuse promenade où l'on peut contempler la beauté de ce paysage minéral exceptionnel d'une grande valeur patrimoniale. Est-il meilleur hommage que l'on puisse rendre à tous ces explorateurs des profondeurs obscures? La grotte de Tourtoirac gardera à jamais le souvenir de l'explorateur qui en fit la découverte, ce spéléologue hors du commun que fut Jean-Luc Siriex. Il est difficile d'imaginer qu'il faille tant de millions d'années pour créer ces concrétions. Comme la nature est sublime. Elle sculpte des œuvres de génie avec une créative impétuosité, tout en étant dotée d'une inlassable et infinie patience.